Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la Chambre des physiciens. Bonjour à tous. Encore une fois, Célèille accompagné de son très cher acolyte Bardi. Aujourd'hui, un sujet un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de la physique des saveurs. Et pour nous expliquer ça, on a monsieur Olivier Deschamps qui va pouvoir se présenter. Bonjour, je m'appelle Olivier Deschamps, je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne et je travaille dans l'équipe LHCb, qui est une expérience de physique des saveurs. Merci beaucoup. Et donc du coup, la première question qu'on pourrait vous poser, selon vous, qu'est-ce que c'est que la physique ? Qu'est-ce que c'est que la physique ? Alors, c'est une vaste question, c'est la science qui s'intéresse aux faits et qui essaye de trouver un modèle pour représenter les phénomènes observés. Ça, c'est la partie, on va dire, expérimentale de cette science. Et l'autre partie théorique, c'est de construire les modèles et parfois d'anticiper même l'observation. Très bien, donc vous avez pu nous présenter ce qu'est la physique pour vous. On va venir resserrer les taux entre guillemets. Donc on va parler de physique des saveurs, c'est-à-dire moralement de la physique des particules, enfin une sous-catégorie de la physique des particules, c'est ça ? C'est ça, oui, comme son nom l'indique pas, c'est un domaine de physique des particules, physique des saveurs, qui s'intéresse aux objets, aux particules, par leurs propriétés individuelles, on va dire, qui sont déterminées par ces saveurs. Très bien, alors juste avant d'aborder ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement ce qu'est une particule ? Alors, ce qu'est une particule, c'est les constituants supposés fondamentaux qui forment la matière que l'on connaît, et au-delà de ça, il y a d'autres particules dont la durée de vie est très courte, qui font partie aussi de ce grand ensemble. Les particules peuvent être composites lorsqu'elles ont une sous-structure, et on a un modèle qui donne une vue d'ensemble avec un ensemble de particules supposées fondamentales. Et donc du coup, on a ces particules fondamentales qui composent, si je ne me trompe pas, le modèle standard. Alors oui, le modèle standard, c'est le modèle actuellement admis qui décrit l'ensemble des données observées. Et donc dans ce modèle standard, on arrive à découvrir la physique des saveurs, qui est du coup une sorte de physique de la catégorie et des données qu'on a sur les particules élémentaires. On peut dire en fait que la physique des saveurs, c'est aussi le début de la physique des particules, quand on a commencé à comprendre la sous-structure de l'atome, puis ensuite la découverte de l'électron à la fin du 19e siècle, puis ensuite la structure nucléaire de l'atome au début du 20e siècle avec le modèle de Bohr. On a commencé à découvrir de nouvelles particules, qui étaient plus ou moins intégrées dans les modèles de l'époque, et il a fallu les classer, faire une classification un peu à la Mendeleïev de ces particules. Et cette organisation-là se base sur les propriétés de temps de vie, de masse des particules. Et on a commencé à introduire cette notion de saveur assez rapidement pour expliquer pour classer les particules. Ensuite, la physique des particules a eu son modèle avec le modèle standard, et des grands principes ont émergé, et une partie de la physique cherche à valider ce modèle en tant que modèle global. Mais il y a un domaine qui s'intéresse toujours aux propriétés individuelles de ces particules, donc à ces saveurs, qui constituent une part importante de la physique des particules. Et donc on parle de la physique des particules, on parle du coup des théories forcément de Louis de Broglie et de Albert Einstein au début des années 1900. On parle aussi du congrès dont je n'ai plus le nom. Solvay. Exact. Qui s'était passé en Belgique, si je ne me trompe pas. Où on a monsieur de Broglie qui assiste au début par l'intermédiaire de son frère. On a Albert Einstein. On a monsieur Bohr, Planck. Donc on a beaucoup de chercheurs. Marie Curie. Marie Curie, il y a une célèbre photo où toutes les grandes figures de la science sont présentes. Donc on a quand même beaucoup de monde pour offrir cette grande théorie quantique de la physique. Et cette théorie quantique dont on parle souvent avec l'interprétation de Copenhague. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette interprétation de Copenhague ? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme information ? Alors, c'est un peu vaste comme sujet de présenter en quelques secondes la mécanique quantique. C'est un changement de paradigme, on va dire. Plutôt que de parler de la matière comme un point matériel et de décrire l'évolution d'un système par une trajectoire,
On va utiliser des amplitudes de probabilité pour décrire l'observation que l'on fait de ces particules. C'est une théorie probabiliste. Et donc, une particule est représentée par un nuage de probabilité de présence. D'accord. Et depuis tout à l'heure, on parle des particules, du modèle standard. On en connaît quelques-unes, l'électron, je pense, pour tout le monde, le photon aussi. Mais il y a tout le modèle standard dont on avait parlé dans une précédente vidéo. Donc on a beaucoup de particules, notamment des noms un peu inconnus, des leptons, des muons et des neutrinos. Qu'est-ce qui les différencie? Quel est leur rôle? Alors, dans le modèle standard, donc on va séparer les particules dites de matière, qui constituent la matière soit ordinaire, soit des particules de durée de vie très courte, et les particules qui sont les vecteurs des forces. Donc par exemple, pour les forces, on connaît les forces électromagnétiques fortes et faibles pour ce qui concerne les particules, et le photon transporte l'interaction électromagnétique. Et on a des particules équivalentes, qu'on appelle des bosons de jauge, qui transportent toutes ces forces. Donc le photon est un boson de jauge, et on a donc le W+, W- découvert au début des années 80. Au CERN, le Z0 qui a été découvert, qui transporte l'interaction faible, et les gluons qui transportent l'interaction forte. Et d'un autre côté, donc on a les particules de matière, soit leptons, donc qui sont des particules de charge électrique soit 0, soit -1, comme l'électron, le muon et le tau. Et ceux qui sont de charge nulle, c'est les neutrinos. Et au-delà de ça, on a les particules qui sont soumises à l'interaction forte, les particules de matière, que sont les quarks. Il y a aussi 6 quarks qui ont été observés indirectement. Et justement, chacun de ces 6 quarks porte une saveur qui les identifie. On parle du coup des quarks up, down, charm et strange, et top et bottom. Exactement. Donc historiquement, en fait, le modèle des quarks, c'était Gell-Mann en 64, qui a fait l'hypothèse de l'existence de 3 quarks comme sous-structure des nucléons, donc les particules qui composent le noyau atomique. Et parce que l'on avait observé justement des particules qui avaient un comportement étrange, donc on a fait l'hypothèse, en plus des quarks qui constituaient la matière ordinaire, d'un 3e quark appelé étrange, c'est sa saveur, qui était porté par ces particules, qu'on appelle les kaons ou les épirons. Et donc toutes les particules possèdent des saveurs. Alors, le terme saveur était à l'origine associé au quark. Donc chaque quark, les 3 quarks avaient une saveur, en particulier le quark S qui avait la saveur étrange, auquel on associait un nombre quantique, l'étrangeté. Par la suite, on a découvert d'autres quarks, peut-être qu'on pourra revenir sur l'histoire un peu de ces découvertes, auxquels on a continué de donner des noms un peu rigolos, comme le charme pour le 4e quark, la beauté et la vérité pour les 2 derniers. Et donc à chacune de ces saveurs est associé un nombre quantique, parce que l'interaction faible, l'interaction électromagnétique comme l'interaction forte conserve cette saveur. C'est-à-dire que quand une particule qui contient un quark S va se désintégrer soit électromagnétiquement, soit par interaction forte, la saveur étrange se retrouve dans les produits de la désintégration. L'interaction faible, par contre, va violer cette symétrie et change la saveur dans la désintégration. Quark S va devenir un quark d'une autre saveur, et c'est tout le point en fait de cette physique des saveurs, d'étudier ces transitions entre saveurs de quarks. Alors ta question au départ, c'était est-ce qu'on peut mettre une saveur sur l'ensemble des particules? Donc à l'origine, ça n'était pas très pertinent pour les leptons de leur donner une saveur. Vous avez un nom, mais depuis qu'on a découvert que les neutrinos ont une masse, ça devient pertinent par symétrie avec les quarks, si on parle aussi de saveur leptonique pour les 3 saveurs de neutrinos. Les bosons de jauge, par contre, n'ont pas de saveur particulière. Vous nous avez dit qu'au début de l'interview que vous travaillez au LHC, donc à l'accélérateur de particules. Justement, je me demande qu'est-ce qu'on peut bien y mener comme expérience, quel genre de découverte on peut y faire? Alors, le LHC, c'est l'accélérateur, donc qui est situé à la frontière franco-suisse à côté de Genève. Ça fait partie de ce qu'on appelle le Centre européen de recherche nucléaire, qui était l'ancien nom, le CERN. On appelle maintenant le Laboratoire européen pour la physique des particules.
et qui est en fait un complexe d'accélérateurs et de collisionneurs. Le plus récent étant le LHC, Large Hadron Collider, qui est un outil un tube de 27 km de circonférence, dans lequel on produit des collisions de protons contre des protons à une énergie de 13 téraélectronvolts. Et donc la question, c'était quel genre de découverte. Donc, je vous dis, c'est un réseau c'est un laboratoire de recherche, donc il y a un complexe d'accélérateurs, il y a plein d'expériences. Sur le LHC, il y a 4 grandes expériences qui sont Atlas, CMS, ALICE et LHCb. Atlas et CMS sont des expériences qui cherchent à découvrir de nouvelles particules dans ces collisions à très haute énergie. ALICE étudie le comportement à très haute densité des collisions, et LHCb, qui est plus dédié à la physique des saveurs, va étudier les désintégrations rares de certaines particules, et notamment celles qui contiennent le quark B, d'où le nom LHCb, ou d'autres types de saveurs comme l'étrangeté aussi, ou le charme. Je vous propose qu'ensemble on refasse d'abord un petit zoom d'un point de vue échelle, et ensuite qu'on s'intéresse un peu à l'histoire. D'un point de vue échelle, il y a la table qu'on a devant nous, même notre corps, qui est composé de cellules. On peut zoomer plus, on verra les molécules, puis les atomes. Si on zoome dans les petites boules qui constituent l'atome, on a déjà l'électron, qui est déjà une particule élémentaire. Et si on zoome plus profond encore, c'est là qu'on voit apparaître les quarks, gluons, etc. Et tout ce qui est les photons, c'est ce qu'on peut voir en tant que lumière, donc ce qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Et on a les muons qui sont plus des particules spatiales, on pourrait dire. Alors bon, la nature a été assez généreuse, parce que les particules ont des propriétés toutes différentes. Le photon, effectivement, a priori une durée de vie infinie. En tout cas, on a une limite supérieure à la durée de vie du photon, qui est très grande. Donc c'est des particules qui se propagent sans contrainte et que l'on identifie comme associées au phénomène lumineux. Ça fait partie de notre monde macroscopique. Les autres particules qui transportent les forces ont des durées de vie soit très courtes, comme les bosons W et Z, et donc sont confinées à l'échelle des particules, donc des temps extrêmement courts et des dimensions extrêmement petites. Ou bien, pour ce qui concerne les gluons, ils sont eux-mêmes affectés par leur propre force et restent confinés. Après, pour ce qui est les particules de matière, on connaît l'électron, qui est aussi une particule supposée stable, à la durée de vie infinie, et qui se propage dans le vide, et on peut faire des faisceaux cathodiques. C'est comme ça qu'ils ont été découverts à la fin du 19e siècle. Les muons, qui sont une version un peu plus lourde des électrons, eux ont une durée de vie assez courte, 2 microsecondes, mais grâce à la relativité d'Einstein et à la dilatation du temps, on peut parcourir des distances assez impressionnantes à très, très haute énergie, et des muons produits à 100 km au-dessus de nous dans l'atmosphère arrivent, puisque c'est des particules très pénétrantes, jusqu'à la surface de la Terre. On peut expérimenter facilement à dimension macroscopique les muons. Après, ça va dépendre. Les quarks sont confinés à l'intérieur des particules qui les contiennent. Par la force forte, ils sont d'une certaine manière collés par les gluons. Et donc les quarks, on les observe pas directement. On observe leur effet ou les jets de gluons, mais on ne les observe pas en tant que particules individuelles, comme on peut le faire pour un lepton, un électron. Et donc du coup, on a la 3e génération aussi de leptons, les taux. Le taux est encore plus lourd, se désintègre aussi très rapidement, donc on l'observe par ces produits de désintégration. Et les neutrinos dont on n'a pas parlé, qui ont une charge électrique neutre, donc qui ne vont pas interagir de façon électromagnétique avec la matière, qui n'ont pas non plus d'interaction forte, donc on va les détecter seulement par interaction faible, qui, comme son nom l'indiquait, faible, donc c'est des particules qui peuvent traverser à peu près tout ce qu'ils veulent. On est traversé en ce moment par un très grand nombre de neutrinos sans que ça nous affecte. Et donc observer un neutrino, c'est une difficulté, parce qu'il faut attendre très longtemps que l'un d'eux veuille bien interagir avec la matière. C'est des expériences monumentales avec des cuves pleines d'eau où on attend qu'un neutrino veuille bien interagir. Il a fallu attendre les années 1950 pour observer les neutrinos pour la première fois. On parle par exemple de l'expérience Opera qui avait permis de mesurer la masse d'un neutrino. Voilà, donc ça c'est des expériences plus récentes où on a mesuré, en fait, pas directement la masse des neutrinos, mais le fait que les neutrinos aient des masses différentes.
qui veut dire que l'un des deux a au moins une masse non nulle. Et ça, c'est une expérience plutôt récente, puisque c'est au début des années 2000. Et du coup, pour refaire ce qu'on disait, le petit rappel historique sur les découvertes qui ont eu lieu, on a parlé tout à l'heure de la conférence de Solvay, avec les grands noms de la physique, Marie Curie, Einstein, etc. Et on a l'évolution après de cette théorie quantique. Alors on passe par quelques grandes dates. La conférence qui suit celle de Solvay et qui va notamment faire venir la nécessité de la théorie quantique. Et après par les différentes interprétations, les différents travaux dessus pour arriver maintenant de nos jours. Quelles sont les grandes dates qui vous marquent? Alors, si on se restreint à la saveur, dont on parle tout de suite, ce que je disais tout à l'heure, c'était le Gell-Mann qui a eu l'idée de proposer une sous-structure au nucléon qui compose les noyaux, avec son modèle à 3 quarks pour expliquer l'existence de ces particules étranges que l'on avait observées, qui étaient étranges par leur durée de vie, par leur taux de désintégration que l'on n'expliquait pas et qui était difficilement comparable à ce que l'on connaissait de la matière ordinaire. Donc, il a introduit ce troisième quark S, l'étrangeté, auquel on a associé donc un nombre quantique appelé saveur d'étrangeté. Et ce modèle, donc 64, la même année d'ailleurs, un chercheur italien, Cabibbo, a introduit une grandeur pour expliquer les taux de désintégration des particules qui contenaient le quark S et les particules qui contenaient les quarks ordinaires U et D, pour expliquer que les taux de désintégration étaient très différents. Ce paramètre, qui s'appelle l'angle de Cabibbo, fait l'hypothèse qu'en fait on a un quark U qui a une certaine charge électrique et puis les deux autres quarks DS qui ont la même charge électrique, donc moins un tiers. Ce que l'interaction faible voit, c'est un mélange de ces deux quarks. Ils ont les mêmes propriétés, ils ont la même charge électrique et ils sont classés au même endroit dans notre début de tableau des particules. Et ce modèle est rajouté un degré de liberté dans les calculs, donc ce qui permettait d'ajuster tout ce qui était observé, ce qui était très joli, mais il y avait un problème, c'est que la désintégration des kaons, qui sont une particule qui contiennent le quark S, donc les kaons chargés, quand ils se désintégraient en leptons, on pouvait bien expliquer le rapport de la désintégration équivalente avec la matière ordinaire, mais pour les kaons neutres, on n'observait pas du tout une désintégration que ce modèle permettait. Et donc c'est là que c'est assez intéressant, parce que 3 théoriciens, Glashow, Eliopoulos et Mayani, ont, par la théorie, prédit l'existence d'un 4e quark qui pouvait expliquer pourquoi on n'observait pas cette désintégration-là particulière. Donc c'est un des exemples, pas si nombreux que ça, en science, où la théorie a précédé l'observation. Ce 4e quark a été dénommé Charme, c'était sa saveur, et il a finalement été découvert moins d'une décennie après, en 1974. Ça, c'est une des dates importantes, en novembre 1974, on parle même de révolution de novembre pour les physiciens, puisqu'on a découvert ce fameux 4e quark de charme dans une particule qui contient donc un charme et son antiparticule anti-charme, qu'on appelle la particule gypsy, qui a été découverte simultanément sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis par 2 expériences distinctes qui ont publié le même jour, et les 2 découvreurs se sont partagés le prix Nobel. La petite histoire, il y a plusieurs façons de découvrir des particules, soit dans la production, dans des collisionneurs on produit cette particule, soit dans sa désintégration, en étudiant les produits de désintégration de collision. Le problème avec la découverte par production, c'est qu'il faut connaître la masse de la particule pour régler son collisionneur à l'énergie qui correspond à la masse de la particule à produire. Et si on ne connaît pas la particule, on ne connaît pas sa masse. Donc il y a une fuite en fait sur l'expérience qui était sur la côte est des États-Unis. La rumeur s'est répandue qu'une nouvelle particule a été découverte, et de l'autre côté des États-Unis, quelqu'un a réglé son collisionneur sur cette masse pour observer la même particule. Et donc le prix Nobel a été partagé entre M. Richter et M. Tinger. Ce qui a dû faire quelques conflits. Oui. On a pu parler Là, on a parlé de physique des particules, de physique des saveurs plus précisément.
Et je pense que c'est quelque chose qui est assez abstrait pour la plupart des personnes qui vont nous écouter. Du coup, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, relier ça à des découvertes qui sont plus tangibles pour les gens, ou alors des applications qui sont plus concrètes à notre vie de tous les jours? C'est un peu compliqué. Peut-être je peux continuer sur l'historique et justement voir les grandes dates et ce qui en découle un petit peu. Donc après la découverte de ce quark C, 2 autres quarks, une troisième famille a été découverte rapidement après d'ailleurs, parce qu'on a découvert le quark B à la fin des années 70, donc 1978, et on lui a donné le nom de Beauté, pour continuer dans les noms rigolos. Donc c'était plus une surprise que les quarks devaient aller par paire, comme les Sith dans Star Wars. Et donc il manquait le 6e quark, qui a été cherché pendant 2 décennies, qui a finalement été découvert en 1994, toujours aux États-Unis d'ailleurs, tous les quarks ont été découverts les uns après les autres aux États-Unis, tandis que les leptons c'est plutôt en Europe, depuis l'électron. Et bon, donc c'était ce quark-là a été annoncé, il avait son nom de top, on l'appelle le quark top parce que le quark B on l'appelle aussi bottom pour bas et haut, parce qu'on les range par paire, un en bas, un en haut, mais son autre nom c'est la vérité, beauté et vérité. Et donc ce 4e quark qui était annoncé, on savait qu'il était beaucoup plus lourd que les autres, et effectivement il est à 174 gigaélectronvolts par C carré de masse, ce qui est beaucoup plus que les autres quarks, puisque le quark B qui est le plus lourd après lui ne fait que 4,5 gigaélectronvolts. Il y a un ordre de grandeur entre les quarks des masses. Donc ça c'est une autre question aussi qui reste à répondre en physique des particules, c'est quelle est l'origine de cette hiérarchie? Est-ce qu'il y a une origine d'ailleurs théorique que l'on peut qui peut expliquer cette hiérarchie entre les neutrinos qui ont une masse tellement faible qu'on a eu du mal à la démontrer, et le quark top qui est extrêmement lourd et qui a eu du mal à être produit justement parce qu'il fallait atteindre des énergies suffisamment grandes pour le produire. Donc ça c'est une question de physique des saveurs. Qu'est-ce qui organise la hiérarchie des masses des particules, et qu'est-ce qui organise aussi leur charge électrique, puisque les charges électriques sont des nombres entiers de fois la charge de l'électron. Tous les leptons chargés ont la même charge que l'électron, tous les neutrinos ont une charge nulle, et les quarks ont des charges fractionnaires, donc 2 tiers pour les quarks de type up, donc le U, le C et le top, et moins 1 tiers pour les 3 autres de type down, qui sont donc le quark D, le quark S et le quark B. Donc ça c'est une des grandes questions aussi, qui reste une question théorique ouverte, qui est pas une faille du modèle, mais en tout cas le modèle ne répond pas à ces questions, et c'est aussi tout le rôle de la physique des saveurs d'étudier ça. Donc on approche quand même de la fin de cet épisode. On a fait un tour finalement des constituants fondamentaux de la matière et de la physique qui nous entoure. Et du coup, comme à chaque fin d'épisode, on pose toujours la même dernière question. Si vous pourriez donner un titre à cet épisode, quel titre donneriez-vous? J'ai pas eu le temps de réfléchir pendant l'émission, je sais pas, peut-être de l'étrangeté à la beauté, la saveur de l'étrangeté à la beauté. Je trouve qu'on fait partie des meilleurs titres finalement qu'on ait eu. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot pour terminer cet épisode? Non, juste vous remercier pour cette opportunité. Nous on fera de même. Pareillement. On va vous remercier d'être venus finalement sur le podcast. On remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast plaira et que beaucoup apprendront. Moi en tout cas j'ai appris. C'était Bardi. C'était Lay, merci à vous d'être venus, et n'oubliez pas, rejoignez-nous. Merci.